Coucou YouTube, si jamais, petit like pour soutenir la chaîne, s'abonner, laissez un petit commentaire, vous êtes de plus en plus, ça fait plaisir malgré ce bear. On attaque sur l'actualité Coin Hebdo, donc pas mal d'actualités sympas. On a d'abord Arthur Hayes, qui est le patron de BitMEX, qui prédit un Bitcoin à $1 million en 2026. Alors avant que tu dises qu'est-ce que c'est que cet idiot qui nous vend du rêve, etc. Déjà, c'est une prédiction qu'il le regarde. C'est quelqu'un qui aime beaucoup se projeter en fonction de nombreuses données. Là, il prend deux données en considération. La première donnée qu'il prend en considération, ce serait le halving de Bitcoin. Mais la deuxième donnée qu'il prend en considération, c'est le fait que potentiellement, la monnaie se dévalue énormément, ce qui fait que forcément, si tu as un dollar beaucoup moins fort, bah, tu vas te retrouver avec un Bitcoin beaucoup plus fort face au dollar. Et selon lui, en partant du principe que ça pourrait arriver à horizon 2026, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, Russie, Ukraine, Palestine, Israël, peut-être Taïwan, Chine, Serbie, Kosovo, enfin bref, je vais pas vous faire toute la liste tellement c'est terrifiant. Il y a un monde où potentiellement, bah, il pourrait dire vrai, donc préparez-vous. Imaginez, Hayes prévoit cependant que cette montée sera suivie d'un crash et d'une dépression économique sévère qui pourrait effacer une quantité substantielle de richesses mondiales, un petit peu comme la chute de Berlin, du mur de Berlin pour les Russes. Où en fait, tu as un gros pivot dans l'économie, où tu as une certaine partie de gens qui se gavent, énormément d'argent qui perdent énormément d'argent. S'il disait vrai, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on aurait un énorme bull run aussi violent que ce qu'on a l'habitude de voir et qui serait tellement violent que, encore une fois, on changerait notre biais dans l'instant présent en mode cette fois c'est différent, maintenant c'est too big, etc., etc. Suivi d'un gros top de marché et d'un gros crash bien violent. Et souvenez-vous, quand le Bitcoin est passé très rapidement de $3 000 à $20 000 en 2017, je peux vous dire que quand ensuite ça a crashé après les $20 000, c'était sacrément violent. Donc voilà, ça pourrait arriver. Peut-être. Qu'est-ce que t'en penses? Je peux peut-être monter un petit peu. En fait, moi, j'ai regardé cette interview. Je l'ai partagée sur Twitter d'ailleurs, et je vous recommande vivement de la regarder. C'est 2h40 en anglais, mais vous avez les sous-titres automatiques en anglais, et c'est une putain de masterclass. C'est une putain de masterclass. Et je pense pas que Arthur Hayes est nécessairement la vérité absolue, etc. Comme on le sait, il y a plein de vérités et il y a plein de nuances, comme j'expliquais aussi juste avant. Mais ça vous fera largement réfléchir sur la dette américaine, la dette des États, les taux directeurs, les crypto-monnaies. Et surtout, il parlait de deux choses assez intéressantes. Il parlait notamment de l'IA et de l'IA en crypto. Lui, il disait qu'il était énormément exposé à l'IA et il pensait que plus ou moins, pas peu importe ce qui se passait des marchés, mais ce qui se passerait sur les marchés ou même avec la situation macro, il est en mode pour moi l'IA, genre ça va tout baiser. Et donc lui, en fait, il investit notamment sur des startups ou des entreprises qui sont pas encore listées et qui sont sur le point d'être listées. Il expliquait qu'il avait investi très tôt dans plein de boîtes dans l'IA. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il disait qu'entre 2025 et 2027, il a très peur de ce qui pourrait se passer d'un point de vue macro, d'un point de vue capacité à rembourser sa dette, enfin capacité des Américains à rembourser leur dette, et plein d'autres phénomènes qui font que lui, entre 2025 et 2027, il a plus nécessairement envie d'avoir beaucoup d'exposition en crypto. Ou en tout cas, il a envie de faire extrêmement attention. Et il explique que, comme lui, comme beaucoup de gens dans l'écosystème, il a l'opportunité d'investir en seed, en pré-seed, en série A, dans des jetons, dans des startups, notamment en crypto, et que si ces jetons ou peu importe étaient bloqués jusqu'à 2025, 2026, 2027, lui ça l'intéressait pas parce que pour lui c'est un timing qui est extrêmement important à gérer et qui serait pas forcément en totale capacité de le gérer. Donc lui il fait extrêmement attention à ce timing-là. Il a aucune confiance dans le fait que les Américains puissent éternellement payer leurs dettes parce qu'on arrive à un taux d'endettement qui est absolument fou avec des taux qui sont absolument monstrueux. Et ce qu'il expliquait, c'est que lui, il a un petit peu peur des bons du trésor américain, notamment ceux à 10 ans et à 30 ans, parce que pour lui, c'est un peu la time frame dans laquelle genre je reprends ses dires, hein, c'est pas forcément ma vision, mais c'est la time frame dans laquelle, par exemple, certains États pourraient faire défaut, puisqu'en fait, on repousse éternellement les problèmes, mais tôt ou tard, il faut être vraiment en capacité de rembourser ses dettes, peut-être sans nécessairement imprimer de l'argent. Donc en fait, soit t'imprimes masse argent et tu peux essayer de rembourser ta dette comme ça, mais en fait ta monnaie elle perd de plus en plus de valeur. Donc en fait t'essayes de déprécier la valeur de ce que tu dois aux gens. Soit tu le fais pas et t'essayes de garder de la valeur dans ton dollar. Et donc, mais en même temps, tu rends le remboursement de tes dettes beaucoup plus difficile en fait. Et donc lui, il parie sur le fait que, bah en gros, globalement, un moment ça va craquer et que bah en fait les monnaies comme le dollar vont
éternellement se dévaloriser. Et donc lui, il parie sur ça, et il parie que justement sur le fait, à un moment ça craque et que bah il veuille se protéger de tout ça, quoi. C'est assez difficile de résumer 2h40 d'interview, donc je vous invite vraiment à regarder la vidéo en entière pour comprendre toutes les nuances. Je l'ai regardé il y a peut-être quelque chose comme une semaine, mais extrêmement intéressant. Et en fait, c'est à partir de toute cette réflexion qu'il parlait justement de ses targets sur Bitcoin. Il pensait à, genre, entre guillemets, le dernier méga bull run, genre le plus gros bull run qu'on ait jamais vu sur un actif, plus ou moins. Ouais, mais voilà, mais c'est exactement ça que je voulais exprimer. C'est pas pour vous vendre un 1 million de dollars Bitcoin, c'est sûr, etc. C'est que son scénario, gardez-le en tête, c'est que si Bitcoin monte très fort, potentiellement, il peut se péter la gueule très très fort aussi, et ça peut être extrêmement violent. Donc bonne chance à tous. Ensuite, on enchaîne sur Binance. Forbes révèle un scandale financier autour de l'ICO. Alors, j'ai lu le rapport. On n'a pas encore eu de justification de la part de Binance à ce sujet. Aujourd'hui, c'est un petit peu le live qui est ultra intéressant, mais on annonce que des trucs de fou. Bon, bref. Donc, Forbes révèle un scandale financier autour de l'ICO de BNB. Qu'est-ce qui est dit? Ce qui est dit, c'est que selon eux, avec les données on-chain qu'ils ont à disposition, Binance n'aurait pas distribué 100 millions de jetons, mais seulement 10,78 millions de jetons aux investisseurs. Ils n'auraient pas levé 15 millions de dollars, mais seulement 5 millions de dollars. Que les angel investors qui étaient là early, ils n'ont pas reçu 21 millions de jetons, mais bien 40 millions de jetons. Bref, que la répartition des jetons initiale n'est pas du tout celle qui a été annoncée, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de réglementation en particulier. Et donc, la finalité, c'est quoi? Ce serait que Binance possède encore beaucoup plus de jetons BNB que ce qu'on croit. Selon eux, ils en posséderaient 116, quasiment 117 millions de jetons, soit 76% des jetons en circulation. Et que il y a une deuxième accusation qui est faite, ce qui serait que Binance aurait fait du wash trading, c'est-à-dire aurait fait toutes sortes de transactions en BNB au sein de la plateforme pour créer de l'activité, pour donner Non, jure. Donc, affaire à suivre. Moi, ça fait partie de ma thèse assez pessimiste sur Binance, dans le sens où je pense que, entre guillemets, ils ont le cul propre maintenant, et que ce qu'ils font maintenant, c'est relativement propre. J'ai fait l'interview avec notamment la directrice générale de Binance France, et je crois dans ce qu'elle dit, et je crois dans le fait que l'entité française est vraiment clean, et que ils créent de plus en plus d'entités locales, donc en France et dans d'autres pays, qui sont nouvelles, qui sont propres, qui sont régulées, qui sont entre guillemets un petit peu scindées de la maison mère, même si la maison mère a un mot à dire d'une certaine manière. Mais je pense que en vrai, toutes les attaques et tout ce qu'on voit en ce moment, c'est sur des choses qui sont arrivées entre fin 2017-2018 et fin 2020-2021. Je pense qu'ils ont été pas forcément nickel au début, pour être gentil, et que en cours de route, une fois qu'ils ont tout baisé et qu'ils ont tout pété et qu'ils ont arraché tous leurs concurrents, ils ont essayé de se mettre comment dire, de régulariser la situation pour avoir moins de soucis. C'est un peu en mode fake it until you make it, quoi. Genre en mode on s'en fout un peu de tout. On essaye de paraître plus gros qu'on ne l'est vraiment, on attire tout le monde. Une fois qu'on a tout le monde, on essaye de tout faire propre. Je pense que c'est un petit peu ce qui s'est passé. Actuellement, comme j'expliquais, les entités locales comme Binance France, etc., sont relativement propres et qu'il y a pas de soucis, qui font justement très attention au fait que ces entités soient propres et bien conformes à tout le cadre juridique qui est en place, mais que ce qui a pu se passer par le passé, ça craint un peu. Et je pense que c'est globalement le cas de plein de plateformes. Et on n'est pas à l'abri qu'ils aient acheté des choses en mettant du collatéral en BNB, ce que faisait un peu FTX, peut-être. Donc, à voir. Essayer d'avoir un avis critique sur tout ça. Ça m'a pas empêché de faire une interview avec la directrice générale de Binance, de Binance France, de passer un très bon moment et de la croire sur ce qu'elle dit. Mais là, on parle d'un autre sujet, et un sujet auquel elle a probablement jamais touché. Donc, en fait, on peut la croire tout en voyant ça, en fait. Ensuite, on a des nouvelles du procès entre Ripple et la SEC, et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Pas mal de données à tirer de cette histoire. Alors déjà, on a échec de la part de la SEC, sa demande d'appel a été rejetée. Donc, en gros, le régulateur avait dit oui, Ripple, je suis pas d'accord avec tout ce qui a été dit. Pour nous, ils essaient de nous enfumer pour pas que leurs actifs soient considérés comme une security. Voilà, mais avec pas beaucoup d'arguments finalement. Et ben la juge, elle a dit argument insuffisant, argument invalide, on rejette votre appel. Donc on va pas éternellement repousser encore ce procès, on va y aller à ce procès. Et ce procès sera donc
apparemment le 16 avril 2024. Et du coup, cette affaire Ripple, j'aime bien me tenir au courant parce que ça va avoir un impact forcément sur Ripple, mais ça va faire de jurisprudence sur beaucoup de crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Eh bien, on a eu une analyse d'un spécialiste, un expert juridique qui soutient Ripple, qui s'appelle John Dayton, qui nous a dit que, vu l'état de la situation et vu le fait que la SEC attaque absolument tout le monde en même temps, merci beaucoup Nico pour le Prime, bah peut-être qu'au final, on va même pas aller jusqu'au procès d'avril 2024 et peut-être même que l'affaire, elle va se résoudre à l'amiable avant. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, la SEC, à vouloir attaquer du Binance, du Coinbase, des cryptos A, B, C, D, E, X, au bout d'un moment, t'as pas des ressources en illimité. Donc, si tu veux avoir des dossiers qui sont bien préparés avec des arguments, il faut des employés qui font ces dossiers. Et là, le truc, c'est que vu comme c'est parti, bah, potentiellement, la SEC va perdre. Parce qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte dans cette histoire. Il y a le fait que Ripple a vendu des jetons XRP à des institutionnels. Ça, apparemment, comment ça a été fait, ils n'avaient pas vraiment le droit, donc ils vont payer une amende pour ça. Ouais, sur ça, et c'est plus ou moins avéré qu'ils sont en tort. Hein. Il y a pas pas trop de doute. C'est sur la partie au particulier justement où c'est sur la partie on donne raison à Ripple. Où on donne raison à Ripple, puisqu'en fait, bah, le XRP a été vendu aux particuliers par le biais de bourses d'échange. Donc jusque-là, il n'y a pas eu de mauvaise volonté, donc il n'y a pas de souci. Et donc la finalité, c'est que potentiellement un règlement à l'amiable avant 2024, avec du coup la juge qui sert de médiateur entre Ripple et la SEC. Ça arrangerait la SEC parce qu'ils pourraient passer à autre chose et se concentrer sur d'autres dossiers. Ça nous arrangerait aussi parce qu'on pourrait passer à autre chose et avoir une certaine jurisprudence dans le cas de Ripple. Par contre, cependant, il faut bien comprendre que le cas de Ripple, c'est un cas très particulier pour de nombreuses raisons. Déjà, la première, c'est que Ripple a un consensus particulier, le Proof of Authority. Tous les jetons ont été pré-mined, c'est vrai, mais on n'est pas rentré dans une logique ICO avec des advisors, des early investors, etc., etc. On était beaucoup plus early sur le marché. Donc cette jurisprudence sur Ripple, même si Ripple gagnait, on peut pas l'appliquer à du Avalanche, du Solana, du BNB, etc. Parce que, encore une fois, sans citer de nom, je vous l'ai déjà dit dans plein d'émissions et je vous le redis, il est évident qu'il y a des gens qui ont voulu lever de l'argent d'une manière ou d'une autre et qui se sont servis des crypto-monnaies comme d'un prétexte pour le faire et qui sont passés par le circuit des ICO pour ne pas avoir à passer par le circuit de la bourse avec montage de dossier, validation du dossier, etc., etc. Et c'est là où justement le régulateur SEC va continuer de se battre et va sûrement avoir raison dans certains cas. Et ça, on le saura dans le futur. Voilà, donc procès à suivre, potentiellement qui pourrait s'arrêter plus tôt qu'avril 2024, sinon on saura plus de données le 16 avril 2024 et il se pourrait que Ripple ait à payer 770 millions de dollars, mais cette facture pourrait baisser s'ils arrivent à justifier certaines dépenses marketing. Donc à mon avis, ils auront bien mangé dans l'histoire. Bon, déjà on a un contexte macro qui fait peur, je ferai une simple parenthèse là-dessus parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ces sujets-là déjà d'une part, et je tiens à signaler que moi je ne prends pas à partie. Bon, on a encore des nouvelles du conflit entre la Palestine et Israël. Ça a démarré quand? Ça a démarré hier, je crois, le 7 octobre. Tu as Charles Gave qui a fait un parallèle de la situation actuelle avec une situation qui s'est passée il y a 50 ans. Et long story short, ce qu'il explique, c'est que Israël s'était fait attaquer, ils ont réussi à récupérer la main très rapidement. Je crois que c'était une guerre de quelques jours. Et ensuite, il y a eu un embargo sur des exportations en pétrole vis-à-vis de l'Est. Ça a fait augmenter le prix de l'or et ça a créé aussi un tsunami inflationniste qui derrière a créé une récession économique profonde. Donc après, il déballe un petit peu tout. Il a fait un article. Après, j'ai jamais entendu dire quelque chose d'optimiste, hein, Charles. Oui, Charles, c'est un catastrophobe, catastrophile, j'en sais rien. Tout le temps, il déballe la catastrophe, tout le temps, lui. Je pense qu'il en faut des gens comme ça, mais juste, je tenais à recontextualiser, parce que c'est pas la première fois qu'il dit ça. Alors, c'est comme un peu Arthur Hayes d'une certaine manière, mais dans une autre mesure. C'est ça. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on doit en retenir de cette histoire? C'est que potentiellement, nous, en tant qu'Européens, avec toutes ces histoires, donc entre autres le déficit budgétaire aux USA, 7,5% du PIB, avec 2500 milliards de dollars, alors que la récession n'a même pas commencé, en sachant qu'on a beaucoup d'économistes qui attendent la récession, une récession qui sera violente. Généralement, dans l'histoire, ce qui se passe, c'est que tu as la montée des taux directeurs pour l'immobilier et compagnie, et qu'après, tu as un plateau, après les taux se mettent à baisser, mais tu as une grosse récession qui arrive. Tout le monde attend cette récession. Et le problème, c'est que on a déjà une inflation qu'on ne contrôle pas et que on a de plus en plus de problèmes à s'abreuver en énergie. Vous le savez, que ce soit d'électricité ou du pétrole. Alors l'électricité, on a un petit peu changé le pivot
de nos histoires d'énergie renouvelable pour recommencer à prendre plus au sérieux le sujet du nucléaire, parce que sinon on va être dans le caca et on va être obligé de cramer du charbon de partout. Et pour ce qui est du pétrole, et ben vous le savez, depuis que la Russie a attaqué l'Ukraine, on a eu ensuite peu de temps après le sabotage de la pipeline Nord Stream 2, Nord Stream 2, ce qui fait que ça a eu un impact direct sur l'Allemagne, l'Europe en général, etc. Donc aujourd'hui, on chope des énergies auprès des US, je crois, auprès du Moyen-Orient. Et ce qui pourrait se passer, c'est que si ce conflit Israël-Palestine prenne un peu plus d'ampleur encore, on pourrait se retrouver avec encore plus de difficultés à choper de l'énergie, nous en tant qu'Européens. Et donc, qu'est-ce qui va se passer si on a des difficultés à choper de l'énergie? Cette énergie, on va nous la vendre plus cher, donc ce prix va être répercuté dans les ménages. Donc ensuite, vu qu'il va être répercuté et dans les ménages et dans le business, les prix des transports vont augmenter, le prix de la marchandise va augmenter, donc le prix de ce qu'on consomme, la bouffe, etc. va augmenter, et ça va créer encore plus d'inflation. Parce que tout est transporté. Et ça risque d'être le chaos. Donc je m'excuse d'être pas un expert en géopolitique et en économie, en plus des crypto-monnaies. J'essaie vraiment de comprendre ça avec vous, mais je tenais à faire cette parenthèse parce que déjà que ça allait pas trop entre la Russie et l'Ukraine, on n'avait vraiment pas besoin de ça entre Israël et la Palestine. Encore une fois, je prends pas parti. C'est simplement, il va falloir être attentif à ce que ça va donner en termes de macro. Tout simplement, parce que tu vas avoir des clans, tu vas forcément avoir les clans, on va dire, Occident, ONU, Israël, et d'un autre côté, tu vas avoir l'Iran et d'autres pays pour la Palestine. Donc voilà, il va falloir surveiller ça avec attention. Ensuite, du coup, pour les bonnes nouvelles un peu, parce que depuis tout à l'heure, on envoie de l'alpha et des mauvaises nouvelles, on va un peu passer aux bonnes nouvelles. Donc, on a vu tout à l'heure procès Ripple versus SEC, potentiellement le 16 avril, potentiellement terminé avant. Un halving Bitcoin qui se situerait entre le 8 et le 21 avril. Alors c'est à la louche, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi c'est à la louche et c'est pas précis. Des élections américaines aussi pour le 5 novembre 2024. Alors pour moi, ça a beaucoup d'importance parce que potentiellement, on va avoir des présidents qui sont plutôt pro-business ou pro-crypto. Quand je dis pro-business, je pense à Trump. Quand je dis pro-crypto, je pense au neveu de Kennedy. Voilà, des méta un petit peu différentes des démocrates, donc qui feront peut-être évoluer les choses au niveau de la réglementation. Et ça pourrait avoir un impact positif pour les crypto-monnaies. On a également l'ETF Spot d'ARK Invest qui pourrait se débloquer le 10 janvier 2024. Donc tout ça, c'est des trucs qui pourraient faire bouger plutôt positivement le marché. On l'espère en tout cas. D'ailleurs, donc comme je le disais, pourquoi on n'a pas une date précise du fameux halving de Bitcoin? Donc là, c'est la petite séquence culture. Alors déjà, on a ce tableau de bord avec plein de données. On a une donnée spécifique au halving juste ici, avec une estimation. Et on a quelque chose de plus complet ici, halving versus block time. Alors en fait, vous voyez, là on a écrit 9, 9, 20, 9, 40, 10 minutes, etc. On sait qu'un bloc Bitcoin, il est généré en moyenne toutes les 10 minutes. Sauf qu'on fait des projections où la moyenne serait sur un bloc toutes les 10 minutes 20 ou les 9 minutes 40. Pourquoi? Parce que la block time, ce n'est qu'une moyenne, et c'est une moyenne qui se fait en fonction de la puissance de calcul sur le réseau et la difficulté. C'est-à-dire que plus il y aura de puissance de calcul sur le réseau, plus on va pouvoir miner un bloc vite, donc plus le block time va être en dessous des 10 minutes. Et ensuite, tous les, je sais plus combien de blocs, 2000 et quelques, tous les 14 jours à peu près, on a la difficulté qui change et donc la facilité à miner un bloc qui change pour revenir sur une moyenne alentour aux 10 minutes. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction de l'évolution de la puissance de calcul sur le réseau, le block time aura tendance à être un petit peu plus court que 10 minutes, en réalité, parce que généralement, la puissance de calcul, elle augmente, donc on casse des blocs beaucoup plus vite, ce qui pourrait nous ramener à une date de halving plus courte. Donc, c'est pour ça que tu vois, dans l'estimation, on dit 21 avril, alors que là, on nous dit 10 minutes égale 25 avril, parce qu'on part du principe qu'on sera probablement à un block time moyen de 9 minutes 50. Donc ça, c'est un sujet qui est un peu technique, c'est le fonctionnement de Bitcoin, parce que Bitcoin, il est pas connecté à une horloge atomique à proprement parler. Donc, on essaie de faire les choses avec des bricoles pour que ça fonctionne. Voilà. Et tout ça, je l'explique dans la formation Bitcoin gratuite qui est dispo sur Code Academy et dans la description. D'ailleurs. Quoi d'autre? Ouais, bon, on a les événements du mois, cartographiés par Binance, quelques événements crypto dans le mois. Bon, ça se passe dans des pays étrangers, si jamais ça peut vous intéresser. On a également un calendrier des déblocages de jetons qui arrive pour le mois d'octobre. Donc, avec beaucoup d'Axi qui va être débloqué, beaucoup d'Optimism, d'Aptos, etc. Donc, ce qui pourrait se passer potentiellement, pareil, hein, c'est ce qui se passe de manière générale, mais pas tout le temps. Donc, ne pas prendre au comptant mes propos. C'est que on peut avoir un petit pump du jeton avant le listing, justement, pour qu'ensuite ça dump un bon coup au moment du listing. Voilà.
Donc, n'hésitez pas à utiliser ces données-là. Ensuite, on voit une évolution des financements dans le marché des crypto-monnaies. Et on voit clairement que depuis le crash Luna, c'est-à-dire, le crash Luna, c'était pendant le deuxième trimestre 2022. Voilà, donc au début, ça n'a pas freiné les financements. Mais juste après le crash de Luna, ça s'est pété la gueule bien comme il faut. J'ai dit listing, Francky, je pense que je voulais pas dire listing. Je me suis trompé, excuse-moi. Et on a également les financements par rapport au secteur. Donc, ce qu'on appelle chain infra, c'est tout ce qui est layer 0, layer 1, etc. Donc, c'est toujours le secteur où il y a le plus de financement en crypto, avec en deuxième la DeFi, et puis en troisième, tout ce qui est service, donc applications décentralisées, et le gaming. Donc, malgré le bear, on sait où est le fric, on sait où les VC vont, et tout simplement parce que c'est des choses qui ont marché jusqu'à présent. Peut-être que ça va changer dans le futur. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de billes qui sont placées en DeFi aussi, et je suis assez d'accord avec ça, c'est que faire travailler son argent, c'est quelque chose qui fonctionnera tout le temps, et que les protocoles DeFi qui vont nous gaver au prochain bull run sont en train de se créer en ce moment même, je pense. Voilà pour moi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si c'est le cas, si vous avez kiffé, mettez un petit like, et n'hésitez pas à vous abonner, on va pouvoir enchaîner par la partie technique avec mon ami Pixou. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.